bonsoir, bienvenue à Bruxelles, dans le quartier des Marolles, un quartier populaire emblématique pour répondre ce soir à une seule grande question, la pauvreté, pourquoi ? Question à la une ouvre ce soir une opération spéciale pauvreté menée durant 24 heures sur la RTBF, mais aussi sur 70 radios et télévisions européennes. Au menu de cette émission, les conséquences parfois graves que la pauvreté peut avoir sur les enfants. Et puis une question que les Belges sont de plus en plus nombreux à se poser, le logement est-il devenu un luxe ? Voici notre sommaire. Le constat est glaçant. En Belgique, en 2012, des milliers d'enfants subissent de plein fouet les conséquences de la pauvreté. J'ai peur de me retrouver en dessous d'un pont ou dehors dans la rue. Certains parents vivent avec quelques euros seulement par jour. Première victime de cette précarité, les mères célibataires. Elles ont peut-être 100 euros pour terminer le mois. Plusieurs familles nous ont ouvert leurs portes et leurs cœurs. À la clé, vous le verrez, des témoignages poignants. On ne choisit pas d'être dans ma situation. On y tombe. Première question ce soir, les enfants sont-ils aussi victimes de la crise ? Deuxième question, le logement est-il devenu un luxe ? Qui est intéressé d'abord ? Dans les grandes villes, pour trouver un appartement à louer, il faut jouer des coudes. À chaque fois que j'ai fait une visite, on était minimum 8 à 10. Pourtant, à Bruxelles, les prix ont doublé en 10 ans. Cet appartement de 120 mètres carrés, par exemple, vaut plus de 300 000 €, bien trop cher pour les jeunes couples. On a presque 30 ans, donc on a envie d'investir. Et là, la claque. Quels sont les biens et les régions encore abordables ? Comment faire pour dénicher la perle rare en quête dans la jungle immobilière ? Et puis en fin d'émission, nous vous proposons un reportage consacré aux travailleurs pauvres, ces salariés qui, malgré leur emploi, vivent eux aussi dans la précarité. Notre premier reportage ce soir s'ouvre sur un chiffre interpellant. En Belgique, un enfant sur 5 naît dans une famille pauvre. Un constat surtout vrai dans les quartiers populaires des grandes villes, comme ici, dans les Marolles. Une fois les charges déduites, certaines familles vivent avec moins de 10 € par jour. Comment manger, comment se vêtir ou se soigner avec si peu d'argent ? La vie quotidienne relève parfois du casse-tête. Et pour certains enfants, les voyages scolaires ou les vacances sont devenus un luxe inaccessible. Plusieurs familles ont accepté de nous recevoir pour évoquer sans tabou leur précarité. Et vous allez le voir, les situations sont parfois très touchantes. Les enfants sont-ils aussi victimes de la crise ? Voici le reportage d'Olivier Corwen, Chergui Karoubi et Rida Benmouda. C'est bon, encore un peu. Nous sommes dans un hôpital à Bruxelles. Il est 3h28. C'est bon, encore un peu. Allez-y. Allez-y, fort. Ok. Voilà Oscar. Environ 125 000 bébés naissent ainsi en Belgique chaque année. Comme Oscar, ils poussent leurs premiers cris. Des cris qui marquent une réalité implacable. Cet enfant sera peut-être pauvre demain. En Belgique, un enfant sur 5 naît dans la pauvreté. Cette statistique résonne comme un hurlement. Jusqu'ici, jusqu'au Resto du Cœur de Liège, où l'aide alimentaire ne concerne pas que les adultes. Elle est aussi destinée aux plus jeunes, aux enfants de 0 à 1 an. Ici, tous les mois, des mamans viennent avec leur bébé. Pour 20 €, elles reçoivent 2 boîtes de lait et 2 paquets de linge. Leur situation est très précaire. Aïcha perçoit une aide du CPS. Pour dépasser le seuil de pauvreté avec son enfant, elle devrait gagner 1 300 €. Combien gagnez-vous ? 1 133 €. 1 133 €, Ouais. c'est ça. Il faut payer la maison, les factures. Le revenu que je gagne pour la petite ne peut pas me permettre de trouver des linges ailleurs et le lait et autre chose encore. En une vingtaine d'années, le nombre de mamans aidées par le Resto du Cœur a plus que triplé. Cette évolution s'est accélérée avec la crise. De plus en plus, les mamans sont endettées. Les mamans se retrouvent toutes seules. Le mari s'en va et elles se retrouvent avec le CPS ou le chômage. Elles doivent payer le loyer, toutes les charges sociales, tout.
Et c'est ça qu'elles ne s'en sortent pas. Elles ont peut-être 100 € pour terminer le mois. Jennifer est venue avec sa mère, son cahier de naissance à la main. Elle est elle-même maman depuis 6 mois. Elle vient ici pour son fils Jonathan. Si on fait le calcul du lait et des pampers, bah, ça fait pas 20 €, donc franchement ça fait une affaire, quoi. Donc ouais, c'est sur place. Sinon, quoi, ce serait difficile Bah, c'est pas que c'est difficile, mais comme j'ai pas de revenus, comme je suis jeune, bah, je serais pas payée, donc voilà. Vous avez quel âge? J'en ai 15, donc voilà. Ils sont des centaines de milliers comme Jennifer à vivre dans la précarité. Une convention internationale, la Convention des droits de l'enfant, préserve leurs droits en tant qu'êtres humains. Leurs droits à la santé, à l'éducation, à la protection contre toutes les formes d'exploitation. Elle a été rédigée par les Nations Unies en 1989 et adoptée par la Belgique. Alors, que se passe-t-il chez nous? Bernard DeVos, le délégué général aux droits de l'enfant, est un de ses gardiens. Il dresse un constat inquiétant. Il n'y a pas un seul de ces articles qui résiste à l'épreuve de la pauvreté. Qu'on parle au droit à la santé, c'est évident qu'il n'est pas garanti. Le droit à l'instruction, à l'enseignement, le droit à vivre en famille, le droit à un minimum de dignité, participation en tant que citoyen, ce sont des droits qui sont évidemment bafoués par la pauvreté elle-même. Qu'en est-il? Quelles sont les conséquences de la pauvreté des parents sur le bien-être des enfants? Les articles de la Convention volent-ils vraiment en éclats face à la précarité? Nous en examinerons 4. Essentiel, à commencer par celui-ci. Les États parties accordent l'aide appropriée aux parents pour élever leur enfant. L'État se donne-t-il vraiment les moyens pour lutter contre la pauvreté? Jean-Philippe Després, le papa de Morgane et de Jean-Marie, ne le pense pas. Il doit d'ailleurs venir ici, à la Société Saint-Vincent-Paul, pour recevoir du pain et des colis alimentaires. À Ath, cette société vit exclusivement de dons. Ils permettent ainsi de nourrir 300 personnes, dont la moitié d'enfants. S'il n'y avait pas cet endroit-ci, on serait légèrement dans la merde. Vu que malheureusement, que je suis en médiation, je touche un salaire vu que je suis salarié, mais ça ne suffit pas pour moi et mes 2 gamins. Je n'ai pas les revenus suffisants pour avoir à manger tous les jours. Tes camarades de classe, qu'est-ce qu'ils te disent alors? Oh rien, ils rigolent un peu, c'est tout. Parce qu'il y a 3 classements dans notre école. C'est ceux qui vivent très très bien, ceux qui vivent moyen comme nous, et ceux qui vivent très mal. Et vous vivez moyen, vous? Oui. Vraiment? On essaye de se faire passer comme moyen. Oui, pourquoi on essaye de se faire passer? Parce que sinon on serait un peu la honte, quoi. On aurait la honte devant les amis. Ici, pas de console de jeu, pas d'internet, pas de smartphone. Morgane et Jean-Marie se sont adaptés à la situation de leur père. Il n'atteint pas le seuil de pauvreté avec ses 2 fils. Pour cela, il devrait gagner 1 600 €. Mais les dettes, une séparation et un accident de moto l'ont précipité dans la précarité. Aujourd'hui, il n'est plus capable de rembourser son prêt. Il est menacé d'expulsion. Voilà qui pèse sur toute la famille. Ça m'embête de les mettre dans une situation de précarité. Mais non, on ne choisit pas. On ne choisit pas d'être dans ma situation. On y tombe, simplement. Et aujourd'hui, vous avez combien pour vivre avec vos enfants? À peu près 80 € par semaine. 80 à 90 € par semaine. Avec ça, on survit? On survit de 1, mais on essaye de tirer sur la chandelle des 2 côtés. Ce voyage à la mer du Nord, beaucoup ont dû le payer en plusieurs fois. Morgane et Jean-Marie profitent de quelques jours à Coxyde. Ils sont venus grâce à l'action d'une ASBL caritative avec d'autres enfants, tous issus de familles précarisées. Tous ces adolescents ont accepté de répondre à nos questions. Pour les aider à s'exprimer, nous leur proposons de regarder et de choisir des photos qui illustrent ce qu'il leur manque dans leur quotidien. Un magasin. Et là, il y a toutes sortes de biscuits et tout. Moi, ça m'arrive des fois, faut acheter la nourriture du soir et donc on peut pas s'acheter ça. Malheureusement, s'il y a un pantalon que quelqu'un a à 50 €, toi tu vas dans le magasin, tu te fais j'aimerais bien l'avoir, mais il n'y a pas assez d'argent pour le prendre. Sinon, on ne mange pas, quoi. Leur situation, précaire, leur donne aussi des idées pour s'en sortir.
faut donner des affaires scolaires et tout, comme ça, puis pour qu'ils vont à l'école. Comme ça, plus tard, ils vont avoir un diplôme, un métier, et ils pourront gagner de l'argent. Et ça permet de lutter contre la pauvreté? Oui. C'est important, l'école? Oui. Dis-moi un peu ce qu'il y a dessus, là. C'est deux personnes qui construisent une maison. Oui. Pour moi, je trouve qu'ils devraient en faire plusieurs pour mettre des gens qui sont à la rue. Comme ça, ils pourront vivre et en hiver, ils seront chauds. Ces enfants ont déjà beaucoup vécu et compris la privation de nourriture, l'importance de l'école, l'utilité des logements sociaux. Morgane et Jean-Marie ont accepté d'aller encore plus loin avec nous. Vous avez l'impression d'être pauvre? Oui. Comment est-ce que ça se marque? Comment est-ce que ça se traduit? Déjà, quand on va dans les endroits où il y a des choses qu'on sait qu'on va aimer, on sait que c'est... Mais malheureusement, on rêve, c'est tout. On essaye de pas y penser, mais malheureusement, c'est là. Et il n'y a pas que ça. Ils nous confient aussi leurs craintes de l'avenir. J'ai peur de me retrouver en dessous d'un pont ou dehors dans la rue. Ça, ce serait terrible. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Je trouve aussi que ce serait vraiment terrible, surtout qu'on a, je trouve, une belle maison quand même. Je pense souvent que vous risquez de la perdre? Je sais pas, je préfère oublier en fait. Parce que si j'y pense, ça me fait quand même fort mal. Ce mal-être, cette violence faite aux enfants, Bernadette Pinet le connaît bien. Elle rencontre des jeunes dans tout le pays pour ATD Quart Monde. Aujourd'hui, elle accuse. Une société qui crée des pauvres, c'est une société qui n'est pas démocratique quelque part. Une société qui crée aussi des enfants pauvres. Oui, parce qu'elle oblige les enfants de ces familles à rester pauvres quelque part. Enfin, elle contraint ces enfants-là à rester pauvres. On ne leur offre aucune perspective. Et c'est pas, enfin, je veux dire, c'est pas les pauvres qui sont coupables de leur situation. Pour moi, la misère quelque part, c'est une violence, c'est une violation des droits de l'homme, mais une violation des droits des jeunes et des enfants. Les États partis reconnaissent le droit de l'enfant de jouir du meilleur état de santé possible. Bonjour, docteur. Pierre Hendrick est médecin à la maison médicale de Molenbeek. Aujourd'hui, il rend visite à une famille dans un logement social. La petite fille nécessite des soins. La maman insiste pour lui montrer les lieux. Oula, oui, effectivement, c'est spectaculaire. Hein. Il y en a beaucoup. Hein. J'ai déjà réussi à enlever, mais ça repart, ça revient. Oui. Le médecin est surpris. La situation est catastrophique. Après cette visite, le docteur ausculte la fillette. Donc on va regarder. Elle a un problème aux oreilles. Son état ne l'étonne pas. Pour lui, il y a un lien évident entre l'humidité dans l'appartement et l'état de santé de l'enfant. Il y a des problèmes de rhume, d'otite, etc. C'est le cas ici pour la petite fille? Malheureusement, oui. Malheureusement, oui. Et bon, ça peut avoir même des répercussions importantes parce que ça peut avoir des répercussions au niveau de l'apprentissage du langage. Et donc, ça veut dire aussi ultérieurement de la lecture et de l'écriture et des difficultés scolaires liées au fait que l'enfant n'entend pas bien. C'est un type de pathologie qui est extrêmement fréquent chez les enfants qui vivent dans des conditions d'humidité, comme on a vu, de moisissure, de chaud et froid. Pierre Hendrick l'a observé. Le principal problème pour lui, ce n'est pas la difficulté pour ses patients de payer leurs factures médicales. Le principal problème, c'est plutôt l'effet des conditions de vie sur leur santé. Et à Bruxelles, la capitale de l'Europe, regardez, les mauvaises conditions de vie se concentrent dans cette zone définie par les experts de l'Observatoire de la santé. Ils l'appellent le croissant pauvre. Regardez, c'est là où se concentrent les plus bas revenus. C'est là où habite le plus grand nombre de jeunes. C'est là où la santé est la moins bien perçue, où les quartiers sont les plus bruyants.
où il y a le moins d'espace vert. C'est là où les logements sont surpeuplés. C'est là où vit Yamina, 9 ans. Qu'est-ce qui se passe? J'ai honte. T'as honte de quoi? Mais eux, ils ont des grands appartements. Eux, ils ont des grandes maisons, des grands appartements. Et toi? Toi pas? Et j'ai une petite maison. Oui. Et alors? Ben, j'ai honte. Enfin, à part les cousins, on peut encore les inviter. Et là, il y a quoi? T'as plus honte alors, comme tu dis? Non, j'ai encore un petit peu honte, mais c'est la famille. C'est la famille. Oui, on va pas leur dire non. Et c'est vrai qu'en hiver, quand il fait très froid, vous dormez tous ici au salon alors? Oui, parce qu'ici, il y a le chauffage et là, il fait plus chaud. Et c'est aussi mieux. C'est quoi ton souhait, le plus beau souhait que tu pourras avoir? D'avoir une autre maison, ça c'est sûr. Et elle serait comment? Grande, plus grande, le salon, avec des escaliers, on monte, on a dans notre chambre. Il y a une télé dans notre chambre, une bonne salle de bain, une bonne toilette, pas d'humidité, et une chambre pour mon frère, une chambre pour ma mère, une maison confortable et aussi inviter des amis. Et qu'est-ce que vous feriez alors? On fera une petite soirée pyjama. Article 28. Les États parties reconnaissent le droit de l'enfant à l'éducation. Une famille nombreuse. Nous sommes à Malone, près de Namur, dans un logement social. Virginie travaille à mi-temps. Elle gagne environ 2 000 € par mois. Elle vit sous le seuil de pauvreté. Les enfants sont tous scolarisés. Cela occasionne des frais parfois très difficiles à payer. Maude en est consciente. Il y a quelques mois, elle avait d'ailleurs écrit à la directrice de son école pour lui exposer les raisons de son refus de participer à un voyage scolaire à Paris. Il y avait tout d'abord le regard des autres. Ils se moquent de moi ouvertement, que ce soit par rapport aux habits ou même par rapport au physique. C'est quelque chose qui me détruit de l'intérieur, je sature. D'autre part, ma maman étant seule avec 4 enfants, ne peut pas se permettre de payer ce voyage. La réponse de l'école avait été sans appel. La directrice m'a très clairement expliqué que j'étais obligée d'aller à Paris, que les arguments que j'avais écrits sur la lettre n'étaient pas valables, que c'était pas bon, donc j'ai été obligée d'y aller, même si moi je n'avais pas envie, quoi. Alors qu'est-ce que la maman pense de tout ça alors? Leur argument de payer en plusieurs fois, pour eux c'est simple, voilà, c'est classé, c'est ok, mais c'est pas eux qui sortent l'argent. Le malaise était devenu un stress permanent. Maude ne supportait plus les remarques sur son habillement. Des reproches qui riment aussi avec argent. Je m'habille pas forcément toujours avec des marques, enfin j'ai pas de marque. Et eux, ils ont des marques, alors ils se la pètent et tout. Ils font regarde comment t'es habillée, t'as pas de marque. Et t'as pas de marque, pourquoi? Parce que j'ai pas les moyens d'acheter des vêtements chers, de marque, quoi. Et donc voilà, ils peuvent comprendre. Enfin, c'est vrai que des fois, ça fait mal, ça blesse. Et c'est vraiment pas chouette à entendre, mais après... Alors ça fait mal à quel point? Ça fait mal au point de pleurer, de se dire, mais... je suis quoi, moi? Enfin, je suis rien, en fait. À cause de cela, Maude finira par doubler son année. Elle changera de filière, de technique, elle passera en professionnel. Le paiement des factures, lui, reste problématique. Chaque fois que les enfants reviennent avec des feuilles à remplir, avec la somme à verser pour telle date, etc., eh bien, je dois essayer de gérer comme je peux. Et malgré le fait que je n'ai pas facile, comment ce sont les enfants qui se ramassent des remarques ou des choses ainsi à l'école. C'est exact, ça, Maude? Oui, quand même. Oui, des remarques, oui. Il y a des profs qui comprennent, qui se disent, oui, t'as plus difficile, je peux comprendre, on arrange un truc. Mais il y a des profs qui s'en foutent, ils n'écoutent même pas, ils font les sourds, ils disent, je m'en fous, tu payes. Tu dois payer pour cette date-là, t'as pas, c'est une remarque, une retenue ou n'importe. Il y a des professeurs qui sont comme ça et je trouve ça vraiment dégueulasse. Nous avons trouvé une école où ce genre de comportement n'arrivera jamais. Pourquoi ? Parce qu'ici, à l'école communale Vieille Montagne à Liège, tout est gratuit.
Regardez, tout est prévu. Une bibliothèque pour le prêt des livres, des guitares, des piles de cahiers et même des cartables. Tout est gratuit, même les voyages scolaires pour 270 élèves de 32 nationalités différentes. Le secret, de la récupération, le travail de bénévoles et un projet. C'est qu'on a tissé un réseau de liens dans le quartier avec l'associatif, avec des AMO, avec des écoles de devoirs, avec un centre de planning familial, et nous essayons d'apporter un regard, pluriel sur les situations et d'aider au maximum ce type de famille. Et pour les aider, l'école doit trouver de l'argent, beaucoup d'argent, 25 000 € par an. Voilà pourquoi il y a ici une fête presque tous les mois. Pour les plus démunis, l'entrée est gratuite. Je ne sais pas si nous sommes une exception, mais moi je pense qu'on devrait pouvoir assurer dans toutes les écoles de la Fédération Wallonie-Bruxelles un enseignement entièrement gratuit. C'est pas le cas ? Ce n'est pas vraiment le cas. Il y a bien sûr un décret qui organise la gratuité de l'enseignement, mais ce décret autorise quand même le prélèvement de certains frais auprès des parents, dont les classes vertes par exemple. Et peut-être d'autres frais en plus dans certaines écoles ? Tout à fait. Et je peux vous assurer qu'il y a des écoles qui prélèvent des frais qui ne sont pas autorisés par le décret. À ce point-là ? Oui, tout à fait. Des paroles en l'air ? Certainement pas. Des factures scolaires illégales, nous en avons trouvé sans trop d'efforts. Regardez, une réinscription subordonnée au paiement de frais scolaires, illégale. L'obligation d'achat de manuels scolaires, illégale. La vente d'un journal de classe ou d'une carte d'étudiant, illégale. Le paiement obligatoire de cours spécifiques liés à une confession, illégal. Qu'elles soient illégales ou non, ces factures, si elles ne peuvent pas être payées, ont des conséquences sur le quotidien des enfants. Et souvent, les enfants de familles très pauvres, c'est à l'école qu'ils découvrent que leur famille est pauvre. Moi, je pense que les enfants ne parlent pas de la pauvreté d'une manière comme ça, parce qu'ils s'accommodent de la situation de vie de leur famille. Ils s'en accommodent d'une certaine manière, mais l'école crée des inégalités à cause de ces questions d'argent. Et je pense sincèrement qu'on ne facilite pas la relation enfant-enseignant quand il y a des questions d'argent qui sont entre l'enseignant et le parent. Les États partis veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré. Tout semble calme ce matin dans la grande agglomération de Charleroi. Il fait beau, cette maman profite des premiers rayons d'un soleil d'automne. Les jeux d'enfants rythment déjà la journée. Et pourtant, une profonde blessure tourmente Louise Pardoun. Il y a quelques années, le plus âgé est hospitalisé. Il nous a dit que, comme il avait du sang dans le cerveau, qu'on était... on était suspecté d'avoir secoué notre enfant. À la suite de cette suspicion de violence, le service d'aide à la jeunesse, le SAJ, intervient. Son aide s'adresse aux enfants en difficulté, mais aussi à leurs parents. Objectif ? Trouver des solutions. Louise Pardoun, qui clame son innocence, a vécu ce soutien comme une contrainte. Si on n'acceptait pas en fait tout ça, on nous avait bien fait comprendre qu'on n'avait pas le choix. Si on refusait, notre enfant on le retirait. On a dû signer et accepter tous les services qu'on nous a proposés. Parce que pour nous, le SAG, c'était une contrainte, donc c'était un truc négatif. Tout de même, ça n'allait pas, si j'entends bien. Ah non, mon mari et moi, on l'a pas accepté du tout, donc... Et vous vous sentez quoi, victime de quelque chose ici ? Victime, oui, puisque nous, on n'a rien à nous reprocher, on n'a rien à se reprocher, donc... Selon elle, son dossier est fermé au SAJ. Avec son mari, elle veille à la bonne éducation de ses 4 enfants. Aujourd'hui, 4 ans après les événements, une crainte persiste. On a toujours une peur que si maintenant, que ce soit Mathéo, Nathan ou les autres, on a toujours une peur dans nous, parce qu'on se dit si maintenant il fait une chute grave, n'importe où, que ce soit à l'école ou pas, ça peut arriver, mais qu'on doit l'emmener d'urgence à l'hôpital et qu'on voit de nouveau du sang dans le cerveau. Donc on a une peur
une crainte de ça et que de nouveau, à cause de ça, les problèmes recommenceraient. Ouais. Vous en voulez au SAJ aujourd'hui? Non. Mais ce qui est sûr, c'est que on ne prendra pas le téléphone pour demander de l'aide là. Ce genre de réaction, la directrice du service d'aide à la jeunesse en a conscience. Elle reconnaît que ces services éloignent parfois les enfants des familles à cause de leurs difficultés financières. Ces difficultés sont d'ailleurs toujours associées à d'autres problèmes. Cela arriverait dans 15% des cas. Il faut intervenir de manière préventive pour éviter que des situations de précarité finissent par engendrer une implosion au niveau de la famille. Il n'y a pas de lien, de cause à effet entre pauvreté et négligence ou maltraitance. Mais il faut bien reconnaître que lorsque toute votre énergie passe à devoir développer des politiques de survie pour pouvoir nouer les deux bouts, eh bien les familles elles-mêmes nous disent on n'en peut plus. Et donc il y a lieu de les soutenir et non pas les punir. Parfois, il faut tout de même intervenir dans l'urgence. Il faut préserver la sécurité, voire la vie même de l'enfant. Ce fut le cas pour ces deux sœurs, Sonia et Lucie, aujourd'hui placées dans une maison d'accueil. Les conditions de vie, c'était avec un cochon dans le lit des petits, on nous rasait la tête au lieu d'acheter du shampoing, des piles de sacs poubelles dans la cave, des animaux morts dans la salle de bain, enfin voilà, à l'extrême quoi. Enfin voilà quoi, on était dans la merde. La merde, qu'est-ce que vous voulez dire par ça? C'était... On ne peut pas faire plus explicite, il y avait du caca jusqu'à la moitié des murs. Il y avait coups et blessures aussi. J'avais le droit aux coups de poing, les coups de pied dans le dos et tout, enfin, tous des trucs comme ça. Ça a duré combien de temps? Je sais plus. Quand j'étais... Franchement, je sais pas à quel âge ça a commencé, mais on me l'a dit, j'étais vraiment toute petite, j'avais bien 1 ou 2 ans quand ça a commencé, quoi. Le cauchemar a duré plusieurs années. Finalement alertés, les services sociaux sont intervenus. Le service de protection judiciaire a alors placé Lucie avec sa sœur et ses 2 petits frères. Lucie avait 8 ans. Qu'a-t-elle ressenti? Le soulagement, quoi. Déjà, de savoir que une fois qu'on m'a placée, je me réveillerai le matin et j'aurai le droit à un bon petit déjeuner, une bonne télévision et tout devant moi sans être frappée tout le temps, à longueur de temps, quoi. C'était... Pour toi? Ça signifiait aussi qu'on allait pouvoir avoir un avenir. On pouvait aller à l'école tous les jours, on pouvait s'habiller comme on voulait avec des vêtements propres. C'est aussi un moyen de se libérer aussi. À l'école, je ne suis plus une fille qui a vécu dans la pauvreté, je suis une adolescente comme les autres, quoi. C'est chouette. Cette nouvelle naissance permet aujourd'hui à Sonia de jeter un regard sur son parcours. La pauvreté est-elle ce qui a fait basculer sa vie? Ça joue un rôle parce que le fait qu'on ait vécu, nous, dans la précarité, a fait péter un plomb à maman et ça a joué un rôle pour nous, mais en règle générale, je ne pense pas, c'est pas un truc... C'est pas l'élément déclencheur à chaque fois? Non, je pense pas. Pourquoi? Bien justement parce que je connais plein de gens, j'ai beaucoup d'amis qui vivent comme ça dans la précarité avec beaucoup moins de moyens que la normale. Mais elles vivent avec leurs parents, elles y sont heureuses. Pourtant, le manège de la vie joue parfois des tours, de très mauvais tours. Dans ce tourbillon, le manque d'argent n'est pas le seul handicap. Il y a aussi l'exclusion qui naît avec le regard des autres, notre regard. C'est vrai, il faut reconnaître que cette précarité, elle se double d'une difficulté, si pas d'une impossibilité de participer concrètement à la vie de tous les jours. On ne leur demande pas leur avis, ou quand on leur demande leur avis, c'est simplement sur qu'est-ce que vous pensez qu'il faudrait faire pour vous aider, vous. Mais on ne leur demande pas leur avis sur l'amélioration de la vie dans la société en général, sur qu'est-ce qu'il faudrait faire en matière de mobilité, ce qu'il faudrait faire en matière culturelle, artistique, etc. On les réduit à leur état de pauvreté. Et ça, autant les enfants que les adolescents
adolescents, que les parents que je rencontrais me l'ont dit. Le pire, c'est pas d'avoir rien, c'est d'être considéré comme rien. Avec leurs parents, ces enfants s'adaptent. Ils découvrent souvent que leur quotidien s'enferme dans un cercle vicieux de pauvreté. Ils luttent, ils tentent de s'en sortir, avec plus ou moins de bonheur. Demain, Oscar ouvrira les yeux sur le monde. Il est en Belgique, il découvrira un pays qui ne s'est pas encore donné les moyens d'aider les enfants les plus pauvres. Retour dans le quartier des Marolles, plus exactement dans les logements sociaux récemment rénovés du foyer bruxellois. Trouver une place dans ces immeubles relève du parcours du combattant, tant la demande en logements sociaux est énorme à Bruxelles, mais aussi ailleurs en Wallonie. En 10 ans, le prix des biens immobiliers a plus que doublé. Conséquence, les jeunes couples peinent à trouver un bien accessible, même s'ils gagnent correctement leur vie. Et sur le marché de la location, vous êtes parfois 10 ou 15 à visiter en même temps un studio à prix abordable. Dans l'enquête qui va suivre, vous verrez qu'acheter un logement est devenu impossible pour une partie de la population. Pour les plus précarisés, bien sûr, mais aussi malheureusement de plus en plus souvent pour la classe moyenne. Alors le logement est-il devenu un luxe? Voici l'enquête de Laurent Mathieu, Serge Scotts et Bruno Gatti. Demandez à un enfant de bâtir sa future maison. Il construira une villa 4 façades, spacieuse, lumineuse, avec un grand garage, un jardin et pourquoi pas une piscine pour les après-midi ensoleillés. Bref, de quoi accueillir confortablement sa future famille. Et puis un jour, cet enfant deviendra grand. Et en confrontant ses projets à la réalité du marché immobilier, il pourrait bien ne trouver que des illusions. Benoît Dubuisson a acheté cette maison il y a 1 an à Erqueline. Dans ses valises, aucun vêtement, mais des outils. Vous allez comprendre pourquoi. Ici, c'est la future salle à manger. Future salle à manger ouverte sur le salon, avec, dans l'idéal, un feu, une cheminée centrale. Voici donc le passe-plat de la cuisine. Est-ce que vous l'imaginez déjà, cette cuisine ? Oui, très bien, très bien. Je vois déjà les armoires avec l'avantage d'avoir encore une fenêtre comme ça qui permet d'apporter de la clarté. Les meubles, enfin oui, la vaisselle, je vois déjà tout. 2 chambres et une salle de bain. L'emménagement, ce n'est pas encore pour tout de suite. Effectivement, il y a encore beaucoup de travaux à faire. J'ai véritablement acheté 4 murs. Benoît est éducateur. Avec son salaire, il a pu emprunter un peu plus de 100 000 €. 87 000 pour acheter la maison, 15 000 pour refaire la toiture. Le reste des travaux, il devra donc les faire lui-même. En attendant, il vit chez ses parents. Une maison où on n'a plus qu'à arriver, mettre ses valises et s'installer, c'est hors de prix. En tout cas, dans ma situation. Quand vous étiez petit, est-ce que vous l'imaginiez, ça, que ce serait si difficile d'acheter une maison ? Absolument pas. Absolument pas, parce que dans la famille, tout le monde a acheté sa maison quand ils ont commencé à travailler. Et moi, j'ai pas pu le faire tout de suite. En une génération, la situation a changé. Pour comprendre, retour en arrière. Nous sommes au milieu des années 80. À cette époque, selon les chiffres officiels, le prix moyen d'une maison d'habitation ordinaire est d'un peu plus d'1 320 000 francs belges, soit 32 800 €. Des chiffres qui vont rapidement évoluer. 10 ans plus tard, la mode a changé, les prix aussi. La même maison vaut 2 fois plus, coût moyen, près de 63 000 €. Et la hausse ne s'arrête pas là. Dans les années 2000, les prix flambent, à tel point que la même maison vaut aujourd'hui plus de 188 000 €. En moins de 30 ans, les prix ont donc été multipliés par 6, mais le salaire brut moyen du Belge n'a lui été que multiplié par 2. La question est simple, existe-t-il une bulle immobilière ? Personne ne va pouvoir vous dire est-ce qu'on est dans une bulle immobilière ou est-ce qu'on risque de.
Si on le savait, il n'y en aurait sans doute pas. Donc ça c'est clair. Je crois qu'il va falloir se trouver un moment où les prix vont rester, ne vont pas pouvoir continuer à monter. Et pourtant, il y a une région où la hausse ne semble pas vouloir s'arrêter. La région bruxelloise est la plus chère du pays. Ici, les prix ont doublé en 10 ans. La preuve, sous forme de visite guidée. Voici un magnifique appartement situé à Bruxelles, à Forêt, dans le sud de Bruxelles. Cet appartement fait 120 mètres carrés. Et il y a donc à l'entrée une magnifique entrée, un living très confortable avec au sol un parquet d'origine dans un splendide état. Une pièce à vivre, living, et attenant juste une salle à manger. Et alors, cerise sur le gâteau, une magnifique terrasse qui donne sur tout Bruxelles. C'est une vue imprenable, impayable. Impayable, le mot est lâché. Et combien il vaut cet appartement? Eh bien, c'est une question très intéressante. Cet appartement a été acquis en 2001 pour 160 000 €. Et aujourd'hui, il vaut 310 000 €. C'est-à-dire qu'en moins de 8 ans, il a pratiquement doublé. 310 000 € pour un appartement de 120 mètres carrés. Bien sûr, il est dans un état impeccable. Mais allons voir ce que l'on peut acheter pour 45 000 € de moins, à 150 km de là. Nous sommes à Comblain-au-Pont, en région liégeoise, et cette maison vaut 265 000 €. Mais voilà, hall d'entrée, escalier et un petit pièce de bureau. Et ici, on arrive dans le living avec les doubles portes qui s'ouvrent vers le grand jardin. Et ici se trouve la cuisine américaine, complètement équipée. Vous n'avez qu'à rentrer avec vos valises dans la maison, tout à fait en ordre, rien à faire de plus. À l'étage, 6 chambres, 2 salles de bain et au fond du jardin. Et en plus, on a la belle piscine qui est donc située plein sud, comme vous voyez, avec une terrasse à l'arrière. Il n'y a plus qu'à la débâcher. Comme vous le dites. Entre un appartement à Bruxelles ou une villa 4 façades dans un village décentré, il faut donc faire son choix. Mais même loin de la capitale, une maison, ce n'est pas à la portée de toutes les bourses. Elle est à combien celle-là 385. Ces deux copines voudraient chacune acheter un premier bien immobilier dans la région de Tournai. Elles ont un diplôme universitaire, un poste à responsabilité et elles se sont donc lancées dans un shopping un peu particulier. Regarde, ça me c'est un bel espace. 250 mètres surface habitable, cuisine équipée, chauffage central au mazout. Les voilà, temps qui quoi, courent, c'est quand même pas elle est génial. parfaite, mais elle est quand même à 250 000 et moi je les ai pas. Donc voilà. Hors budget, car les banques n'accordent que 170 000 € à Catherine qui est en couple et 125 000 à Hélène qui souhaite acheter seule. Et à ce prix-là, 155 000, mais t'as rien dedans du tout. Genre t'as pas la cuisine. Donc là il faut encore prévoir ton budget. T'as pas le chauffage, ouais super. Y a rien. Donc elle est à 155 000, mais il faut tout faire dedans. Bravo, t'as le raccordement, les goûts. Donc là t'as un budget travaux énorme quoi. On se rend à la banque et on est plein d'espoir, on se dit, voilà, on a envie d'acheter un bien immobilier, peut-être pas pour une vie, mais pour un bout de chemin, on a presque 30 ans, donc on a envie d'investir. Et là, la claque. C'est freinant en fait. Moi j'étais toute contente, c'était mon premier rendez-vous à la banque, je me disais, ah je vais enfin savoir, limite sur 2 mois. Et puis oui, comme elle dit, c'est une claque, on se dit, bon bah, on revoit tout, on remet tout en question finalement. car depuis la crise de 2008, les banques sont plus exigeantes. Les candidats acquéreurs doivent donc remplir quelques conditions essentielles. Alors avant tout, que dans un couple, au moins un des deux ait un CDI. L'autre élément, qu'on ne dépasse pas un ratio d'endettement de 33% pour des revenus inférieurs à 3 000 ou 40% pour ceux qui gagneraient plus que 3 000 €. L'apport en fonds propres aussi est quelque chose d'important, mais pas absolument indispensable. Mais cela dit, si vous n'avez pas d'apport en fonds propres, vous allez restreindre le choix des banques. Et par exemple, sur les 14 banques que je connaisse, il n'y en a que 4 qui acceptent de vous prêter également pour les frais de notaire. C'est en effet l'étape incontournable lors de l'achat d'une maison. Et son coût n'est pas à négliger.
Bien sûr, différents régimes fiscaux existent selon les régions et les jeunes acheteurs peuvent bénéficier d'importants abattements. C'est le cas dans l'exemple suivant. Et pourtant... Prenons l'exemple d'un jeune couple qui achète son premier bien. Pour habiter dedans, il le paye 200 000 €. Quels seront les frais supplémentaires? Ils paieront un montant total de frais que j'estime entre 21 086 € et 21 500 €. Vous avez 4 points dans ce montant total. Les honoraires qui sont prévus par arrêté royal et donc honoraire légal 2163,66. Vous avez les frais divers pour l'exécution de toutes les formalités entre 800 et 1100 €. Je pense par exemple à la recherche urbanistique, le cadastre, transcription, etc. Vous avez la TVA, un montant approximatif entre 622 € et 685, et surtout les droits d'enregistrement, dans notre exemple 17 500 €. Dans le montant total de la provision à payer, il y a un gros montant qui part pour les droits d'enregistrement, donc l'État belge. Ces droits d'enregistrement sont plus élevés que dans des pays voisins comme la France, l'Allemagne ou l'Espagne. Alors, certains mettent leur rêve immobilier entre parenthèses. Fabienne Dufour est institutrice primaire à Bastogne. À 31 ans, c'est déjà sa seconde carrière. Elle a commencé comme nageuse professionnelle. Ça vous rappelle quoi, ça? Des bons souvenirs, parce que c'était en 2001, juste après les Jeux Olympiques de Sydney. Et vous ne pensiez pas encore à acheter une maison à cette époque-là? Non, j'étais toujours aux études, donc je ne gagnais pas ma vie, vu que la natation, c'est pas le tennis ni le foot. Les prix d'immobilier étaient moins chers, mais j'avais pas d'argent. Pourquoi vous souhaitez tant acheter à Bastogne? Parce que c'est ma ville de cœur, j'ai toujours vécu ici depuis toute petite, je travaille ici, pas très loin, et j'aimerais bien rester ici parce que je fais tout à pied et c'est très proche. Alors des maisons à vendre, il y en a, par exemple celle-ci, est-ce que c'est abordable ça? Non, parce que c'est beaucoup trop cher, il y a un terrain à bâtir, il y a en plus un beau grand jardin derrière, donc c'est vraiment trop cher pour moi. Elle consulte donc régulièrement les petites annonces. Mais la proximité du Luxembourg a fait grimper les prix dans la région. Conséquence, avec un budget qui tourne autour de 130 000 €, difficile de trouver chaussure à son pied. Alors, est-ce que vous avez trouvé votre bonheur? Non, rien du tout. Pourquoi? Parce que trop cher, bien souvent, ou alors ça ne convient pas parce que c'est un petit appartement, une seule chambre, il n'y a pas de jardin. Je cherche quand même un tout petit jardin ou un appartement avec jardin, une maison avec jardin. Il n'y a pas, c'est beaucoup trop cher pour moi. Et pourtant, vous travaillez? Pourtant, je travaille, oui. Mais que disent les banques? Vu que je suis seule, donc célibataire, et bien, je n'ai qu'un seul revenu, un seul salaire, et c'est pas assez pour un prêt pour les maisons qu'on propose maintenant. Alors, à force de barrer des petites annonces, de nombreux Belges n'ont d'autre choix que de se tourner vers le marché de la location. Mais une fois encore, ils vont y trouver une situation bien délicate. Nous sommes dans un quartier populaire de Bruxelles. Tous sont venus pour visiter cet appartement, 550 € par mois, pour une surface de 50 mètres carrés. À ce prix-là, ça se bouscule. Par contre, il faudra juste penser à mettre une note. C'est pas disponible. Qui est intéressé d'abord? C'est très bien. La demande est énorme, donc on a à peine le temps de décrocher que ça n'arrête pas. Exemple, vous avez bien aujourd'hui, il y avait 6-7 personnes, tout le monde est fort intéressé, donc en principe sur 2-3 jours, ça se joue très très vite. Beaucoup de demandes et donc beaucoup de concurrents. Et vous, madame, par exemple, vous avez essayé de louer d'autres appartements, d'autres visites? Non, j'ai toujours été refusée. Parce que j'ai un enfant ou parce que je travaille pas ou ça. Donc, il y a beaucoup de concurrence, beaucoup de gens? Ouais, beaucoup. L'objectif, c'est d'enfin pouvoir poser ses valises quelque part. Anaïs vient de décrocher ce studio. Loyer mensuel 470 € pour 18 mètres carrés. Cela peut sembler beaucoup, et pourtant, les candidats étaient nombreux.